Préfecture locale, la paix des champs. Puis ces deux philosophes qui s'en vont rejoindre les gardiens du troupeau. Craser le soleil. Ici, il faut travailler. Suivre le troupeau cherchant sa pure dans la bouche. Et tu rentreras le soir au village, à l'heure où les enfants terminent leur débat, à l'heure où le moulin appelle les fidèles à la prière. À l'heure où on se groupe sur les lits pour attendre les dernières pirogues. Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école pour les grosses compagnies coloniales, on voudrait qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs, qui sont des machines fort utiles pour faire des routes. Mais dans l'Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les noirs reviennent moins cher. Le travail forcé est aboli par les noirs, et il faut payer l'impôt en argent liquide. Tu as vu comment on fait des villages qui doivent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen à travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les noirs poussent sur les perches, font glisser sur leur fleuve les chargements de coton sans espoir de vêtements. La mine. Les arrestations. Par dizaines, la police passe. Dans la prison de Bassam, une coupiste ni africaine. Que vous disiez quelques mots à nos hommes. Retirez-le! Vous faites honneur à toute la coloniale. Nous sommes fiers de vous. Le général commandant le point d'appui de Dakar vous salue et vous envoie ses encouragements. Vous êtes montré digne de la renommée de vos pères en 14-18. C'est grâce à votre courage et à votre dévouement à la cause de la mère patrie que notre cher pays, trahi, meurtri, ensanglanté, renaît de ses cendres. C'est grâce au sacrifice de tous ces enfants, blancs ou noirs, que la France reste debout. Nous sommes heureux de vous retrouver sur la terre africaine, sains et saufs. Bientôt, vous retournez au village. Vous êtes ici dans un camp de transit pour un temps provisoire. Le lieutenant Pierre sera responsable du camp jusqu'à votre départ. Sergent-chef, vous verrez avec le lieutenant pour la répartition de vos logements. Garde à vous! Lieutenant, à votre disposition. Bien, je viendrai vous voir ces jours-ci. Merci mon capitaine. Au revoir. Sergent-chef Diata, que les hommes reconnaissent leur bagage et se tiennent prêts pour leur installation. Tiens, mon lieutenant. Caporal Chakara, passant chef. Que les hommes reconnaissent leur bagage et qu'ils se tiennent prêts pour l'installation. Oui, chef. À vos ordres, mon lieutenant. Bon, suivez-moi. Mais dites-moi, sergent-chef, vous avez fait des études, n'est-ce pas? Non, lieutenant. Je comptais poursuivre après la guerre. Attention à mon commandement. Gardons. Colonne numéro 1. Prenez vos bagages. Colonne numéro 2. Défensant. Pas de semences fixées. Discipliné. Chacun d'aller à son quelqu'un. Hey, vous êtes là. Venez par là, venez.
Ça, c'est Diata. Il y en a pas casse pour toi. Viens, faites mettre à l'intérieur. La tasse là, c'est pour le pays là. Ici, vacances concentration. Pays Bouquembal. Fini. Pays. Donc un cadavre qu'on ne va pas venir soulever pour voir le massacre et véhicule qui allait au cœur de l'histoire dans sa vérité. On a écrit Tchéroy 44, donc évidemment on ne peut que nous encourager à lire, d'une part parce qu'il rétablit l'histoire scientifiquement, et puis en plus il pose l'histoire de Tchéroy. Hier, l'image rouge, il y avait 2-3 sous-titres qui n'étaient pas dans cette version, notamment sur la débat, où vous voyez les camps de prisonniers. Donc il y a un mélange aussi entre 14-18, ça évoque au début, on voit les tranchées, on voit la neige. Bon, la débat, c'est plutôt en juin, mai, donc la neige passe comme là. Il y a peut-être, voilà, pour finir, sur une phrase qui est extrêmement intéressante et qu'on ne voit pas dans les archives, c'est votre sol ne sera pas payé, ce qui est dit. Est-ce que vous m'en rendez là? Oui. Et donc voilà, cette phrase, en fait, elle est vraiment explicite de ce qui a été dit. Je ne sais pas si elle a été prononcée de cette manière, mais là on voit que tout le potentiel de la fiction, voilà, ça veut dire que finalement, Tchéroy, on sait depuis 1944 ce qu'il en est au Sénégal. Voilà. On sait que les officiers français refusent de payer. Et après, vous savez, c'est comme une espèce d'enquête policière. On essaie de comprendre pourquoi on ne peut pas payer. Donc on peut penser qu'il y a peut-être une volonté de détourner l'argent de la part du gouvernement français. Et on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais là, voilà, là, on a une thèse qui est assez explicite et je pense que vous pouvez y souscrire. On réunit ces hommes et qu'on tire sur eux à la mitrailleuse. Ça s'inscrit aussi, juste dernier élément, j'ai parlé de faux débat Créta, donc on voit ce paysan africain qui part en France, qui est vraiment au lycée et qui est massacré. Et ça renvoie aussi à un autre roman qui est assez connu, qui s'appelle Le vieux nègre et la médaille, qui est de Ferdinand Oyono, qui est un Camerounais. C'est un roman qui sort dans les années 50, qui est vraiment un symbole de l'ingratitude française vis-à-vis de ces tirailleurs. Et bon, la partie où les tirailleurs écrasent une médaille par terre, voilà, moi ça me fait penser à ça. Il y a toute une histoire populaire en fait de la mémoire de ce massacre, qui est liée ou pas à une histoire plus commémorative. Et je pense que les deux, un petit peu, c'est ce qui forme un peu cette notion de mémoire collective sénégalaise de ce massacre. Voilà, je me reprends ici. Non, Martin, merci. Tout à l'heure, d'ailleurs, monsieur Bonnet, qui est à ta gauche, nous parlera de la place justement de la mémoire populaire, on parle, et de la mémoire officielle aussi, au travers du musée des armées. Ça, c'est très intéressant de le souligner. Non, la question que tu as 2 minutes pour qu'est-ce qui te motive, toi, personnellement, pour t'engager dans ce thèse-là? Quel est l'homme qui est derrière tout ça? Quel est ton engagement personnel, tout simplement? Est-ce que tu es universitaire stricto sensus qui sort sa thèse parce qu'il faut pour avoir une carrière professionnelle, il faut passer par là? Ou est-ce que tu es engagé individuellement? De quelle manière tu te situes?
je ne sais pas si c'est le plus intéressant de parler de soi, mais voilà, j'avais entendu parler de cette histoire en 2002, là, dans un séjour au Sénégal, et c'est ce que je disais, hein, c'est vrai que dans les années 2005-2006, on parlait beaucoup de post-colonialisme, de mémoire coloniale, du lien en fait entre cette histoire, cet héritage, avec cette violence, voilà, cette violence coloniale, notamment la guerre d'Algérie, mais aussi qu'on a fait dans le territoire. Et ce qui pouvait en rester pour la jeunesse, les parents et les grands-parents, c'est ceux de l'histoire. Et moi, c'était un peu le point qui m'a approché, de dire qu'il y a cet événement de Caro qui ne parle absolument pas en France. Et c'est peut-être important d'essayer d'en parler, puis après, c'est un peu les hasards de la vie, on s'engage dans un travail, on se retrouve 15 ans plus tard. Merci beaucoup Martin. Alors maintenant on va assister et entendre deux personnalités artistiques, Rouge qui est à ma droite et qui est associé à Diablos qui était un plasticien de Dakar, vont échanger leur point de vue sur la thématique de la place de leur art dans cette mémoire, dans leur mémoire. Alors ils ont souhaité le faire par un dialogue, donc on leur laisse la parole à tous les deux. Vous nous dites qui vous êtes, etc. en quelques lignes, rapidement, et puis voilà. Bonjour, moi je m'appelle Rouge, c'est mon artiste. J'ai choisi ce nom parce que c'est un nom commun. Comme l'espace dans lequel je travaille, qui est essentiellement l'espace public, l'histoire de la rue. Je travaille avec les habitants. Je suis venue à Dakar sur l'invitation de l'association de avec enjeu d'essayer de travailler sur cette mémoire de Tiaroy et sur son rapport avec la pratique artistique. Et j'ai eu l'occasion de faire des recherches en amont avant de venir ici, parce que c'est un sujet qu'on méconnaît en France. Donc, moi, je l'ai découvert avec cette invitation. Et en faisant, évidemment, on est dans une posture très délicate en tant qu'artiste quand on entame ce type de recherche, parce qu'on n'est pas historien, on n'est pas très au courant, on découvre des choses, on est un peu perdu dans l'ensemble des faits, et il s'agit pourtant de trouver une incarnation qui tente d'être juste. Du coup, j'ai pas vraiment essayé de travailler sur mettre l'art au service de l'histoire, de l'inverse. J'ai plutôt cherché à travailler sur une incarnation qui, dans l'espace du quotidien, dans l'espace actuel et contemporain, puisse convoquer un petit peu ce moment d'histoire. J'ai la chance de travailler, j'ai eu la chance de travailler dans les mondes de Dakar dans la zone B, notamment du centre socio-culturel. Et c'est un espace de circulation. Pardon, j'aime pas beaucoup parler en public, ça marche. Je vais essayer de reprendre ce que j'étais en train de dire. Ce qui m'intéressait, c'était de fabriquer, d'arriver à un moment donné à fabriquer une image qui parvient à convoquer un petit peu ce passé dans l'espace quotidien, dans un espace qui circule, dans un espace vivant et dans un espace d'échange. Et donc j'ai choisi de peindre sur un mur. J'ai fait une éruption de la ville de Dakar sur un mur de Dakar, avec un petit triptyque qui représente, dans lequel j'essaye de représenter la ville de Dakar sous la neige. J'ai choisi cette figure de la neige en écoutant un film de propagande de la France libre qui allait, les frères de couleur avaient été vaincus par la neige, ce pourquoi ils étaient démobilisés au moment du blanchiment des troupes. J'ai eu envie de ramener cette figure à Dakar aussi pour télescoper les géographies et raconter un petit peu du chemin de ces soldats qui sont partis d'Afrique pour combattre dans le froid. C'était aussi le champ lexical du froid me paraissait aussi très présent dans ce que je pouvais lire, le gel des sols, il y avait quelque chose de glacial et puis il y a évidemment le froid des corps que l'Afrique quitte. Et enfin, la neige, c'était aussi cette figure qui permettait de raconter le temps qui passe, le manteau du temps qui brûle petit à petit, les archives, qui
déverrouille petit à petit notre connaissance des faits. Et peut-être aussi à un moment donné, et ce matin magique enneigé, qui est très lumineux et qui permet peut-être une sérénité. Voilà, donc j'ai essayé comme ça de mêler, c'est plutôt comme ça que je travaille, c'est plutôt par l'évocation autour d'un sujet de façon frontale, parce que maintenant l'espace de la ville, c'est l'espace de gens qui vivent tous les jours, et je ne me sentais pas du tout légitime à venir ici, poser un petit point sur un événement. Est-ce que tu estimes que tu es en tant qu'artiste ici pour la première fois et en France, est-ce que tu as choisi la rue par quel critère personnel, par quel envie personnelle, par engagement, par citoyenneté, par désir de parler à tous dans la rue? C'est une très bonne question, mais je pense que c'est vraiment l'objet d'un débat entier. Oui. C'est la question de l'espace public et de l'espace commun. Oui. Et l'éviter des artistes à y évoluer, c'est D'accord. très large aussi. D'accord. Voilà, et juste pour finir sur cette fresque à Dakar, du coup, il nous a semblé assez essentiel de croiser les regards et d'inviter un artiste dakarois à aussi s'exprimer sur le sujet super nous. Et j'espère qu'on aura même l'occasion de répéter ce dialogue en France. Je le répète, l'histoire est bien plus méconnue qu'ici. Ici, en croisant les passants, et non dans la rue, les gens ont cette mémoire quotidiennement et qui ont encore oublié en France que nous avons. Je vais laisser la parole à Diablos. Oui, Diablos qui va vous. Oui. Lui a pas une fresque également sur un autre mur non loin du tien. Diablos, voilà. Bonjour à tous. C'est Diablos. Je suis sur je suis dans le groupe de RSB. Là, je suis un artiste de rue. On a fait exactement beaucoup de mouvements. L'arrondissement de Dakar, petite époque, parce que les pays dans le fort, là c'était vraiment le coup de pouce pour la population rurale à Dakar, et c'était ça. Moi, en propos du thème, j'ai mis un lieutenant qui s'appelle Léon Kouma. Il y avait des photos pour le présenter toujours étant petit et tirailleur. Alors moi j'ai pu insister dedans. En mettre de motifs pour que ça puisse être plus agréable à voir, que ça puisse être avec beaucoup de style, à dire pas que je suis en train de jouer dans mon travail. C'est plus à 100% le graffiti qui est exactement ce que je suis à Dakar, mais là je suis en train de pouvoir succéder sur d'autres supports et de créer des personnages vraiment, voilà, de ça, parce que des figures emblématiques, vraiment en production de vue, vraiment nice. Et là, voilà, on est dans la rue et voilà, là c'est Léon Kouma, c'était un lieutenant. Et là, en fait, la photo, c'était depuis l'expo à Paris. C'était dans les Invalides, dans l'expo des Invalides. Et c'était en 1899. C'était un artiste Charles qui l'a photographié. Et là, moi j'ai repris la photo. Et là, la fresque n'est pas encore finie. Et là, j'ai pris le temps de mettre le motif. Voilà, vraiment, voilà, que ça puisse être vraiment agréable à voir. Et que ça puisse dire qu'il y a beaucoup de ressources qu'on peut chercher sur les personnages. Pas toujours refaire les mêmes personnages, mais au moins que l'artiste puisse être dedans et de pouvoir créer son monde à lui, ce qu'il voit et ce qu'il est. Pour que les petits, genre de 10 à 15 ans qui se regardent et qui se disent que voilà, bon, j'ai pas l'habitude de parler en public, tu vois, on est toujours dans la rue, et là on croise, tu vois, beaucoup de personnes qui viennent et qui nous disent que le mur est joli, et là c'est un grand mouvement qu'on a pu faire, et là la police est maintenant partenaire avec les graves du Sénégal, parce qu'ils nous disent que voilà, les gars ils viennent pas pour t'aider, mais pour sensibiliser, au moins, de ne pas jeter de saleté, de faire les CCT, etc. Et là, voilà, bon. Voilà, c'est tout ça. Merci Diablos. Merci. Donc je rappelle que mercredi matin, on pourra voir vos œuvres présentées au public et là, on aura également des questions à poser. Alors, on viendra sur la présence de la mémoire tout à l'heure avec Christophe et puis
grâce à la présence de Massamba, son travail à la fois en tant qu'expert, en tant qu'aussi commissaire de Dakar, de la Biennale des Arts de Dakar, et qui en dira beaucoup plus aussi sur la place dans la ville de l'art de cette manière-là. Donc je repasse la parole à Thierry qui va présenter un nouveau film. Oui, avant de présenter notre prochain film, parler de mon travail en tant que chercheur en art au LEFA, mon laboratoire de rattachement qui est à l'université Abdou-Mouni de Niamey. Je travaille sur la notion de centre-périphérie, sur la verticalité du discours et surtout la notion de discours majoritaire face au discours minoritaire. Ce discours majoritaire que je qualifie de mes représentations, à la fois il y a la mauvaise représentation ou parfois même l'absence de représentation. Et donc le travail du discours minoritaire, c'est de regagner ce combat sur la représentation et faire ce que j'appelle de la déreprésentation, c'est-à-dire à la fois de déconstruire la représentation négative et de proposer une représentation positive. Et il ne s'agit pas seulement de le rapport colonial ou ex-colonisé, à l'intérieur même d'une société. Je prends par exemple Badou Boy de Djibril Diop Mambéty, qui va reprendre la propagande de Léopold Sédar Senghor dans les années 60-70 et le déconstruire et introduire un personnage qui va dire un aveugle qui dit c'est-à-dire, nous sommes aveugles, néanmoins, ce que vous cachez, nous sommes capables de le voir. Nous ne sommes pas aveuglés, nous sommes aveugles, mais pas aveuglés par votre propagande. Donc, ce que vous avez emprisonné derrière Tambacounda, à l'époque, Mamadou Dia, Léopold Ndiaye, les ministres Mbaye étaient encore en prison. Et donc, c'est aussi une manière, c'est un discours minoritaire, et pour moi, en tant que chercheur expatrié, c'est aussi sortir du rapport colonial, comme s'il ne peut être que conflictuel, et oublier que dans les sociétés postcoloniales, c'est-à-dire les sociétés qui ont été traversées par la colonisation, il y a aussi des discours majoritaires, minoritaires, la représentation des femmes dans la société sénégalaise, comment les femmes sont représentées ou se représentent elles-mêmes, pourquoi attendre que ce soit les hommes qui représentent les femmes. Donc c'est autant de questions qui m'intéressent dans mon travail. Tout à l'heure aussi, c'est important aussi pour moi de partager des outils. Matin, tu as souligné le fait, cette mise en scène et puis ces différentes versions de Lami Yabon. Il y a aussi une question de cinéma. Le langage de cinéma est extrêmement spécifique et je me rends compte que surtout sur les cinémas africains, c'est souvent des spécialistes qui viennent de la littérature. Quand j'ai pu faire ma co-tutelle avec Ibrahim Achou, sur le plan méthodologique, je suis historien du cinéma et il me dit l'université de Dakar à l'époque n'était pas prête pour pouvoir venir t'inscrire en doctorat d'histoire classique parce que tu n'as pas fait une licence d'histoire, une maîtrise d'histoire et donc dans le factuel. Et c'est aussi ça, de prendre les représentations, du destin de cet homme qui est issu du drapeau français, le blanc rouge, et au sein d'individus qui, comme dans Lami Yabon, ont sacrifié leur vie devant le film Afrique 50. Dans mon travail aussi, c'est de au pays natal de Césaire. Je vais